et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et vous êtes bien et en bonne santé et vous suivez toujours les cours. Bon, aujourd'hui on va faire la suite ou bien on va entamer, c'est-à-dire on va poursuivre, expliquer le module de TIC, technique et information, technique d'information et de communication. On a vu récemment, dans la vidéo précédente, on a bien sûr expliqué, on a étudié les cours qui sont programmés pour le premier semestre, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va procéder au deuxième semestre, d'accord? Comme vous voyez, je vous ai ramené un cours qui a été programmé. Euh, voilà, on va entamer des cours, c'est-à-dire des cours qui sont programmés pour le deuxième semestre. Le premier cours intitulé Qu'est-ce que un écosystème informationnel? Ici, on parle de l'information. Bon, qu'est-ce que ça veut dire l'information? Bien sûr, on a évoqué le terme dans d'autres modules, par exemple dans la communication, la didactique. Et il y a plein, c'est-à-dire l'information, c'est un terme qui est, je dirais, il est qui, euh, qui entre dans, je dirais, dans la composition de plusieurs, je dirais, concepts et méthodes, etc. Et aussi, il est lié, je dirais, c'est-à-dire à cette, je dirais, comment dirais-je, cette implication de la langue c'est-à-dire par rapport à la communication et par rapport à l'information. Voilà. Bon, par rapport à l'information, on va connaître comment l'information, c'est-à-dire le parcours de l'information, si on peut dire, si, c'est comme, je dirais, un bébé qui vient naître, qui vient de naître, et il va prendre, je dirais, le cycle ou bien le fil de la croissance, c'est-à-dire le développement, la même chose par rapport à l'information. L'information, elle débute, je dirais, on peut dire vierge, hein, qui est, je dirais, intacte, qui est secrète, confidentielle. Et avec le temps, ou bien il y a d'autres facteurs qui entrent dans, je dirais, qui va la manipuler, qui vont la provoquer, c'est-à-dire, et elle va passer, ou bien elle va se transposer, je dirais, d'une face à une autre, par exemple. Bon, on va lire, bien sûr, comme d'habitude. Ça, c'est une présentation. On est habitué dans nos cours de donner une petite présentation par rapport à, je dirais, c'est-à-dire comment dirais-je, pour s'échauffer ou bien, voilà, pour se mettre dans le bain et vous arrivez c'est-à-dire j'arrive à vous approcher l'image et vous mettre au parfum, n'est-ce pas? Bon, euh, l'écosystème informationnel décrit schématiquement, c'est-à-dire à travers un schéma, l'espace médiatique et temporel. Médiatique, c'est-à-dire par rapport aux médias, voilà, et temporel dans lequel évolue l'information stratégique à partir de tout au long de son existence. Voilà, l'existence, c'est-à-dire depuis le début, l'information, elle prend un timbre, je dirais, qui est un timbre si on peut dire, euh, qui est, comment dirais-je, secret, ou bien mystérieux, si on peut dire. Elle n'est pas connue, cette information. C'est ça le début, c'est-à-dire. Prenons le cas d'un projet industriel, nouveau modèle de voiture. Bien sûr, à la naissance du projet, ça c'est un exemple. L'information émane d'un groupe. Émane, c'est-à-dire elle vient, elle découle, elle dérive d'un groupe restreint de décideurs et d'ingénieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, l'auteur il est en train de nous donner un exemple. Il a donné l'exemple de la voiture. Par exemple, si on parle, je dirais, on donne l'exemple sans citer les noms, hein, sans citer les noms. Par exemple, prends l'exemple d'une maison de voiture, hein, qui est, je dirais, réputée, qui est célèbre, qui a, qui,
qui réalise des ventes, je dirais, considérables, qui est demandé par, je dirais, et aimé par la population par rapport à, je dirais, à la qualité de l'industrie, à la qualité de cette fabrication de ce modèle, etc. On voit que, c'est-à-dire, par exemple, si on prend exemple d'un modèle de voiture, vous trouvez qu'il y a des secrets par rapport à, je dirais, c'est-à-dire à la technologie employée, à la construction, à des normes employées, etc. Parce que c'est très, très essentiel et pertinent. Alors, cette information, elle peut être, comment dirais-je, divulguée, voilà, et même volée par je dirais, par bien sûr, des facteurs, des éléments qui vont entrer, soit des éléments, soit c'est-à-dire par rapport à, je dirais, qui peut être à l'intérieur de cette industrie, par exemple, de cette usine, ou bien d'autres facteurs qui viennent de l'extérieur. C'est un exemple. Bon, on continue. L'information émane d'un groupe restreint à des décideurs et d'ingénieurs. Bon, cette information, elle est, je dirais, comment dirais-je, elle est à la main ou bien elle est, sauf seuls les ingénieurs ou bien voilà, c'est-à-dire les gens qui ont, je dirais, qui ont la possession de cette entreprise qui ont, je dirais, le pouvoir ou bien l'autorité, voilà, l'autorité pour acquérir cette information et voilà, et l'acquérir, voilà. Elle est secrète et évolue au sein d'un espace cryptique, voilà, elle est cryptée, hein. Même l'information, elle est présente, mais ils doivent le coder, ils doivent la coder, pardon, ils doivent la coder pour qu'elle, même si elle, c'est-à-dire elle tombe dans des mains, je dirais des malfaiteurs, elle sera difficile à être décodée ou bien, voilà, elle nécessite déjà, c'est-à-dire quelque chose, bien un élément qui correspond bien de la source, hein. De la source, c'est-à-dire celui qui a créé bien, qui a décodé, pardon, qui a codé, c'est-à-dire c'est seulement un ingénieur, ou bien sûrement un ingénieur qui appartient, c'est-à-dire au même socle, ou bien à la même usine, parce que c'est lui qui a créé, je dirais, le programme de décodage, etc. Alors, la clé, elle est dans la main de cette personne. Ça, je dirais, un peu étalé, mais on doit, je dirais, donner des exemples pour bien comprendre et vous approcher l'image. Une fois accidentelle ou volontaire, éventuellement, je dirais, une opération d'espionnage qui la mettrait en évidence, par hasard. C'est ça c'est-à-dire les éléments qu'on peut dire qui vont nuire et qui vont mettre, je dirais, l'information en exergue ou bien, je dirais, en danger, voilà, bien sûr, qui vont comment dirais-je, qui vont la détourner. Et puis vient le temps de rumeurs qui circulent d'abord dans l'entreprise, puis l'extérieur, soit manié de manière naturelle, bavard et compromission, etc. Compromission, soit de manière calculée, stratégie de communication, passant le seul médiatique, Internet, puis la presse d'information atteint sa place, médiatisation maximale. C'est-à-dire la formation a été secrète, d'accord? Il y a des éléments qui sont venus pour voler ou bien évoquer, provoquer, c'est-à-dire lorsque je dis provoquer, c'est sûrement, c'est-à-dire divulguer, ou bien détourner, ou bien voilà, voler cette information. Bon, alors, elle passe, je dirais, elle va passer, elle va se transposer d'une situation à une autre. Voilà. Jusqu'à arriver dans un secteur je dirais, qui prend le terme rumeur, hein. On va entendre des rumeurs. Ouais, ouais, il s'agit d'une technologie qui a été faite par l'entreprise, bien par telle marque, etc. Elle est, c'est-à-dire, médiatisée dans cet laps de temps. Et puis, elle va passer à un autre, elle va se transposer à un autre, je dirais, situation, ou bien un autre, voilà, situation.
Manière naturelle, bavard, compris, ça, soit de manière calculée, stratégie de communication, passons le seul médiatique, Internet, d'accord, d'accord. L'information atteint sa phase médiatisation, c'est bon, maximale, avant de retomber dans la masse information générale. Voilà, générale, c'est-à-dire public. Bon, l'information est arrivée dans, je dirais, la situation, je dirais, comment dirais-je, de rumeur, hein. Elle n'est pas, je dirais, elle n'est pas il y a il y a, comment dirais-je, il y a des doutes, hein, on va pas croire, voilà, mais après, elle va passer à un autre stade qui est le stade, je dirais, elle va devenir généralisée, publique, connue par monsieur tout le monde, par le public, etc. Alors, on comprend que l'information, elle a tracé, ou bien elle a affranchi un fil de temps qui correspond, je dirais, on peut dire, c'est à l'âge ou bien à l'âge de cette information. C'est, voilà, parce que c'est à la vie de l'information. Voilà, à la vie de l'information. Figure suivante, juste le cycle de la vie de l'information. La vie de l'information, c'est très important. Bon, on va voir ce schéma. Je vais le zoomer pour qu'il soit très très lucide et palpable. Accessibilité, données et par signaux faibles. Voilà. Bon, on va lire par. D'abord, on va diviser ce schéma. Bon, vous avez secret, vous avez rumeur, médiatisation, archivage. D'accord? Bon, il faut savoir que, c'est-à-dire l'information au début, elle est secrète. Hein. Elle est secrète, elle va déterminer, ou bien elle porte sur des données éparses, signaux faibles, etc. Le signal est faible, on n'a rien à craindre. Hein. Dans des bons mains, dans de bons mains, oui. Bon, elle va passer à un autre stade qui est la rumeur. Hein, les rumeurs. Les rumeurs, c'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose qui va, je dirais, provoquer, qui va essayer de nuire, ou bien essayer d'attaquer, de provoquer l'information. Selon lettres, conférence, pardon, etc. Bon, mais il faut savoir, à préalable, il y a ce qu'on appelle la fuite espion, la fuite de l'information ou bien l'espionnage. Hein? Parce qu'elle était secrète, hein, il y a des éléments qui vont entrer pour l'attaquer, pour l'évoquer, à travers quoi? À travers, je dirais, des éléments comme une fuite, mais une fuite, elle n'est pas faite, je dirais, seule. Une fuite, elle peut être une attaque, je dirais, par une intelligence artificielle. Hein. On a oublié l'Internet. Elle peut être, je dirais, c'est-à-dire volée ou bien divulguée par, je dirais, par des espions, par des hackers, etc. Et puis, ça les dit pirates. Et puis, elle va arriver à le stade de la rumeur. Hein. Elle va, je dirais, être dilatée, on peut dire, ou bien propagée dans des salons de lettres, des conférences. Voilà, voilà la rumeur. La rumeur, c'est bien la rumeur, elle peut circuler, elle peut régner dans des situations ou bien des endroits différents. Puis elle arrive à ce qu'on appelle la médiatisation. Ah, maintenant, la médiatisation va enrichir, ou bien elle va s'alimenter, ou bien elle va, comment dirais-je, oui, oui, elle va, comment dirais-je, elle va, le mot me fuit, elle va être, c'est pas articulé, non, elle va être, le mot il le ressemble, voilà, elle va être, euh, je passe, bon. Elle va être utilisée d'une façon, je dirais, je dirais, par, attendez une minute, elle va être, comment dirais-je, elle va être non, alors je passe, voilà, je n'arrive pas à trouver le mot, l'essentiel. Elle va être, je dirais, utilisée par des gens, parce que le mot, il englobe tout ça. Hein. Elle va être utilisée à des fins lucratives, hein, à des fins, je dirais, pour des projets, pour des choses, etc. Parce que la médiatisation, elle a, je dirais, elle a un but derrière, n'est-ce pas? Euh, voilà, presse spécialisée, presse économique, colloques, conférences.
Tout ça, l'information, je dirais, c'est ça, tout ça, c'est-à-dire détermine la médiatisation, la presse, les journaux, voilà, les programmes TV, la documentation, les documents, etc. Les documents télévisés. Et puis, elle arrive, ici, lorsqu'on arrive à la médiatisation, elle va passer à un autre stade qui est le stade, je dirais, public. Elle va devenir publique. Elle va devenir, je dirais, information. Ça y est, elle est, je dirais, arrivée euh, dans un contexte qui n'est pas, je dirais, euh, qui est, je dirais, qui est, je dirais, comment dirais-je, c'est un contexte lié je dirais, à l'information de tous les jours, hein, quotidienne. Je suis en train de réfléchir pour trouver le mot, mais malheureusement, je n'ai pas arrivé à le trouver, peut-être après. Puis elle va passer à l'archivage. L'archivage, elle va devenir une information, je dirais, dérisoire ou bien ambiguë, etc. On voit que ici, il y a quelque chose qui est très important, c'est le temps. Parce que toute cette trajectoire, cette trajectoire, cette transposition de l'information d'un stade, d'une situation à l'autre, elle montre que c'est par rapport au temps qui est très très important et dans la vie de l'information pour que l'information existe et reste, voilà. Euh, Maintenant, vous avez la typologie de l'information. Attendez une minute, voilà, c'est la source. Maintenant, la typologie de l'information. Écoutez, on va essayer d'être bref pour ne pas arriver à 1 heure. Bon, typologie de l'information. L'information est décrite selon un code couleur en fonction de son niveau de confidentialité. Bon, on a compris le cycle de la vie de l'information, hein. Maintenant, on va lier le cycle de l'information et chaque situation, on va la lier, hein, on va la lier à ce qu'on appelle une couleur. Hein, une couleur qui détermine, c'est-à-dire, euh, si on peut dire, le poids ou bien la nécessité ou bien l'importance de l'information. Bon, elle est secrète, elle est de quelle couleur? Hein? Elle est médiatisée, elle est de quelle couleur? Elle est, je dirais, elle est publique, elle est de quelle couleur? D'accord? Bon. Elle est secrète, c'est-à-dire information noire, confidentielle. Disponibilité et accessibilité interdite. Acquisition illégale, espionnage interdit. Et elle peut être hackée parce elle est noire, d'accord? Voilà, c'est-à-dire l'espionnage, c'est une affaire, je dirais, elle est inévitable. Hein? Elle est inévitable. C'est-à-dire qu'on peut, c'est-à-dire, dès que l'information elle est noire, elle est secrète, elle pourrait avoir, je dirais, des attaques d'espionnage. Hein. Euh, voilà. Ou bien de l'extérieur, des attaques de l'extérieur. Fiabilité forte, sauf intox. La fiabilité, c'était l'information, c'est-à-dire le calibre ou bien la taille de l'information, ou bien la qualité, ou bien le type de l'information, elle est fort, voilà. C'est par rapport à, je dirais, à c'est-à-dire à la confidentialité de l'information. Voilà, si elle contient, elle englobe, bien, elle comprend des informations qui sont inédites, hein, inédites. Alors, c'est-à-dire que c'est pour ça la fiabilité, on ne peut rien dire par rapport à la fiabilité. Très forte valeur ajoutée. Bon, elle va passer à une autre couleur, c'est la couleur grise. Maintenant, c'est dans le cas où l'information a été, je dirais, a été attaquée. Elle a connu une fuite de l'information, de l'espionnage. Un facteur qui l'a mis, je dirais, en danger, ou bien voilà, qui l'a transposé vers un autre stade et est devenue une information grise. Disponibilité et accessibilité. Hein, restreint. C'est-à-dire elle est devenue disponible.
et accessible, mais par rapport à une, je dirais, une tranche de personnes, d'accord? Ou bien d'administration, ou bien d'entité, etc. Acquisition limitée, éthique. C'est-à-dire, l'acquisition, lorsqu'elle est noire, elle était, c'est-à-dire, elle était interdite. Maintenant, l'acquisition, c'est comme la disponibilité. L'acquisition, on peut acquérir, mais elle est limitée. Fiabilité difficile et à évaluer. D'accord? Fiabilité difficile à évaluer. On peut parler de la fiabilité. Pourquoi? Parce qu'elle a connu, ou bien elle est entrée dans un autre stade qui peut être lucratif, qui peut être à des fins, je dirais, politiques, peut être à des fins, je dirais, militaires, etc. Forte valeur ajoutée. D'accord? Ici, on prend l'exemple, par exemple, je ne sais pas quel exemple je vais le donner. Voilà, par exemple, des programmes qui sont payants à l'Internet. On voit qu'au début, euh, comment dirais-je, euh, oui, oui, je crois que c'est un exemple adéquat. On voit que, par exemple, il y a des comptes, ou bien des programmes étaient, je dirais, gratuits, puis ils vont passer. Ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire, on peut parler, c'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire de la couleur blanche à gris et noir. C'est-à-dire, le site a été, je dirais, gratuit, hein, et puis il a connu, je dirais, une importance évaluation et importance, je dirais, une tendance vers, je dirais, de sociable ou bien une tendance, je dirais, par rapport à une catégorie de la société, les gens ils commençaient à, je dirais, à utiliser cet outil énormément. Alors l'administration, elle va impliquer ou bien exiger je dirais, des recommandations ou bien des lois. Par exemple, elle va passer à ce qu'on appelle le compte premium. Hein, premier, compte premium, c'est-à-dire vous devez avoir, je dirais, vous devez, d'abord, il vous demande de payer, mais de payer quelque chose qui est symbolique, hein, qui n'est pas, je dirais, très très important. Avec le temps, le site, il va aussi, c'est-à-dire, il va grimper l'échelle et devenir très 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 important dans la société. Alors, l'administration, elle va réviser aussi. Voilà, c'est quelque chose qui, je dirais, en relation avec le commerce. Et aussi, l'aspect, ou bien le côté cognitif, il est très important. Alors, on commence à comprendre que ces gens, ils suivent l'homme et la société, comment elle raisonne, comment elle... voilà. Alors, il se trouve que voilà, le site je dirais, du privilège chez les gens. Ils peuvent pas, comment dirais-je, ils peuvent pas l'abandonner, euh, ils peuvent pas l'abandonner, voilà. Il est pertinent dans leur vie, il est devenu quelque chose, c'est comme un fils ou bien un membre de la famille. Alors, ils vont passer à un autre stade, il devient payant, mais ils vont grimper aussi, je dirais, les échelles. Ils vont demander, trouver que l'abonnement, il devient, par exemple, il devient, je dirais, un peu exorbitant. Voilà, c'est un exemple, je peux dire, qui est traité adéquat avec ce trajectoire de l'information et le développement de l'information. Bon, on est arrivé à la couleur grise. Maintenant, l'information, on a dit que l'information, dans la face de la situation grise, je dirais, elle est publique, hein, elle est médiatisée. Puis elle passe je dirais, à une autre couleur qui est l'information blanche. C'est-à-dire l'information, elle va se transposer à un autre endroit. Elle est devenue blanche. Elle est devenue, je dirais, accessible pour tout le monde. Disponible et accessibilité légalement, fiabilité facile à évaluer, faire évaluer stratégique, nécessite un traitement de masse, big data, etc. Je pense que la trajectoire et je dirais, la transformation de l'information, ou bien le passage de l'information, pour vous, c'est clair et palpable et lucide par rapport à vous. C'est quelque chose de compréhensible. Maintenant, deuxième cours, comment analyser une information? Maintenant, on demande comment on analyse de l'information. C'est-à-dire que l'information, on connaît qu'est-ce que ça veut dire l'information. Et pour les gens qui ne savent pas c'est-à-dire utiliser l'information, alors dans le cours, il va vous montrer comment, je dirais, comment se comporter
avec l'information, bien sûr, parce que l'information, c'est comme quelqu'un ou bien comme un autre individu. On doit être, je dirais, vigilant. On doit avoir les clés, les outils pour communiquer avec l'autre. L'information, c'est très important parce qu'elle a deux faces. Elle peut être, je dirais, quelque chose qui est bénéfique pour l'individu et elle peut être aussi quelque chose, eh bien, elle devient, eh bien, elle devenait quelque chose, ou bien un outil dangereux, hein, voilà. Il y a même essentiel. L'analyse, comment analyser une information? L'analyse de renseignement est d'abord une activité intellectuelle, d'accord? Intellectuelle, qui fait appel à des qualités individuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui analyse l'information, c'est pas n'importe qui, hein. Il doit avoir des compétences, des capacités, et des capacités intellectuelles, et l'auteur a bien précisé, intellectuelles. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait des études. Ils savent comment, je dirais, schématiser, catégoriser. Voilà, comment développer, voilà, comment décrire, etc. Qui fait appel à des qualités individuelles, d'accord? Elle procède d'une série d'opérations de nature cognitive, d'accord? Raisonnement cognitif, c'est-à-dire cerveau. Un. Et intuitive. Intuitive, on a dit dans la dernière, ou bien la précédente, je dirais, euh, vidéo, on a parlé de intuitive, on a dit intuitive, elle n'a rien à voir avec, c'est en relation avec le sens. Hein, c'est pas avec le raisonnement, d'accord? Avec le sens, c'est-à-dire les sens comme la vue, comme l'ouïe, etc. Oui, le toucher, etc. Euh, Intuitive recourant à des méthodes de raisonnement ainsi qu'à des stratégies intuitives. Voilà. Pardon. Bon, je ne vais pas lire tout parce que ce que vous voyez devant vous en couleur jaune, si on peut dire, l'essentiel de ce qui est évoqué dans, je dirais, dans le cours. Vous avez la collation. Attendez une minute. On a débuté, ou bien démarré avec comment analyser l'information, d'accord? Vous avez 3.1. La collation. Il faut savoir ce que ça veut dire la collation, d'accord? La collation est une phase de traitement computationnel durant laquelle l'analyse confronte des données entre elles. On distingue plusieurs opérations. D'accord? C'est une phase de traitement. Bon, elle comprend, hein, ou bien elle détient ce qu'on appelle la catégorisation, classification. C'est-à-dire ces choses, vous devez les deviner selon votre compréhension et selon votre intelligibilité. Voilà. Catégorisation, c'est classification, hein. On catégorise les choses, on classifie, on fait une organisation, une énumération, etc. C'est connu. Bon, euh, les données sont tirées des classes, fonctions, etc., etc. La comparaison, on va comparer. On va comparer. Si vous avez par exemple des informations qui sont, c'est-à-dire si vous avez des informations concernant deux modes, deux concepts qui sont réciproques, hein, on doit faire la comparaison, tout simplement. Et lorsque on dit comparaison, on dit bien sûr analyse, hein, analyse, c'est-à-dire vous devez comparer en même temps, vous devez enrichir cette comparaison à travers c'est-à-dire votre, votre talent de compréhension est développé à travers, bien sûr, l'écrit et vous devez, bien sûr, adosser je dirais, vos compréhensions à travers des exemples, hein, à travers des images. Voilà. Puis on arrive à densification, enrichissement. Lorsque les données sont cohérentes, autrement dit, lorsqu'elles s'intègrent sans conflit dans un même référentiel, thématique, social, temporel, etc. Puis vous avez l'ajustage. Ajustage. Lorsque les données se contredisent, telles les pièces incompatibles d'un puzzle.
Bon, ici, je vous donne juste une petite remarque. Vous savez bien que c'est pas. Écoutez, tout que vous êtes en train d'étudier est important. Hein? Il faut négliger rien. Tout, vous devez, si vous avez, je dirais, l'énergie, hein, l'énergie et le potentiel et la capacité je dirais, de digérer, de saisir tout, euh, c'est quelque chose de bien. Mais majoritairement, les étudiants et les bons, c'est-à-dire les bons étudiants, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Vous n'êtes pas un ordinateur. Impossible. Impossible de connaître tout, je dirais, comme, je dirais, mémoriser tout. Impossible. Même l'enseignant, il ne peut pas. Les enseignants, ils ne peuvent pas. C'est une réalité. Mais il y a des techniques. Il y a des techniques. Vous devez, par exemple, garder ce qui est, je dirais, par rapport à la typologie. Vous gardez, par exemple, le nom de base de la source. Hein. Lire et essayer de renforcer votre, je dirais, votre mémoire. Bien sûr, ça vient avec la lecture. Hein. Lorsque vous lisez, je dirais, constamment et quotidiennement, vous arrivez à retenir et vous arrivez aussi à renforcer votre mémoire pour ne pas oublier. Par exemple, vous lisez un terme, mais dont vous n'avez pas fait des recherches, mais vous avez juste lu quelques informations, soit dans la toile ou bien sur des textes, des livres ou bien dans quelque chose. Alors, vous trouvez que vous avez une information à préalable. Comment elle est venue, vous ne savez pas. Vous savez, c'est grâce à la lecture. Moi, alors ce que je vous conseille, euh, c'est lire, hein, mais essayer de mémoriser ce qu'on appelle les titres. Par exemple, comme ici, dans la collation, vous avez catégorisation, classification, c'est bon. Je connais qu'est-ce que ça veut dire la catégorisation. Comparaison, comparaison, c'est bon. Donc j'arrive à densification, qu'est-ce que ça veut dire la densification? Bon, elle a en relation avec la densité. Hein, la densité, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la densité, peut-être, elle a en relation avec ce qu'on appelle le gabarit, hein, hein, la densification des objets, hein, il doit être dense. Hein, hein. Commencez à suivre, je dirais, utiliser des dérivés du mot, hein, densification, dense, hein, elle vient du mot bien dense, c'est pas dense, hein, densification, c'est-à-dire, là, je dirais, on peut dire, comme par exemple, on dit que ce corps, il est massif. Le corps de cet athlète, il est massif. Hein, hein, massif, c'est-à-dire il a une musculature, je dirais, euh, il a la masse qui est, je dirais, relative à, je dirais, comment on dirait, concentré, ou bien, voilà, on voit tout. Voilà, il est dense. Hein, ce matériau est dense. Hein, et il a un peu en relation avec fin, fin, IN, fin, etc. C'est ça la technique. Puis on passe à ce qu'on appelle identification. Hein, l'identification est l'étape suivante. Elle consiste à repérer les signes et signaux qui se manifestent dans un corpus d'informations. Lorsqu'on dit corpus, c'est un ensemble de documents, n'est-ce pas? Et qui est relié entre eux, forme à la trame de la connaissance recherchée. Bon, dans l'identification, vous avez éléments significatifs, hein, lien et interrelation, vous avez signe faible, indice d'alerte. Ah, puis on passe. Vous avez l'interprétation. L'interprétation, c'est-à-dire comment vous allez donner j'ai dit, une autre forme à ce qui est déjà donné ou bien ce qui est déjà écrit. Hein. Essayez d'utiliser votre compréhension. C'est ça, vous devez interpréter, n'est-ce pas? Dans l'interprétation, consiste à faire émerger une trame cognitive et donne du sens aux données exploitées. Euh, bon, excusez-moi juste une seconde. Pardon, j'ai chopé la grippe. C'est pour ça je suis un peu... bon, on a dit que l'interprétation consiste à faire émerger une trame cognitive qui donne du sens aux données exploitées, d'accord? Elle comprend la causale, pardon, la, télo- la hein, la théologie,
la symbolique, sémantique, la, la symptomatique, anthropologique, géographique, historique, etc. Et puis, dans cette démarche, il peut utiliser différents modes de raisonnement. Bon, ici, le raisonnement. Est-ce que le raisonnement possède aussi des techniques? Comment raisonner? Bien sûr, il y a des techniques. Quelles sont? Vous avez la comparaison, la transposition. J'utilise le mot transposition plusieurs fois. Extrapolation, simplification, modélisation, simulation. Et à vous je dirais, lire le nécessaire. Euh, Puis, vous avez la synthèse ou représentation mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend par synthèse. Hein? On dit synthèse ou bien une conclusion ou bien une constatation. C'est la même chose. On entend par synthèse la phase où, après avoir examiné, décortiqué les données et identifié des éléments significatifs, on construit, enrichit une trame cognitive. On entend toujours le mot trame. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire trame? Bon, parce que même si vous... l'essentiel. Même si vous faites c'est-à-dire des recherches sur la rousse ou bien petit Robert, vous trouvez un peu qui est un peu le mot, vous n'arrivez pas à le saisir. Parce que la façon il est, je dirais, exhorté ou bien il est expliqué, elle comprend aussi d'autres éléments ou bien d'autres thèmes qui sont techniques et vous n'avez pas ces termes. Alors vous ne comprenez pas, même vous cherchez la définition. Alors je vous donne la définition de trame. Trame, c'est quelque chose qui lie deux choses. Hein, deux choses. Par exemple, vous dites par exemple dans les wagons. Vous avez dans le train, hein, un train, il y a des wagons. Hein, c'est sorte je dirais, de cabines. Hein. Ils sont liés l'un à l'autre par quoi? Par des trames. Une sorte de chaîne qui lie, je dirais, deux choses. Ici, trame, il peut avoir, je dirais, le sens figuré, parce que vous savez bien que le mot, il a deux sens, propre et figuré. Alors, vous pouvez utiliser le mot trame dans votre, je dirais, discussion, de votre explication, etc. Communication, etc. Bon, maintenant, cours 3. Courtois, il est de première importance d'étudier la dimension psychologique de l'exploitation d'informations, et notamment les risques socio-cognitifs très liés à cette activité. Qu'est-ce que ça veut dire? On a parlé c'est-à-dire de l'information, hein, comment elle parcourt ce trajectoire, le fameux trajectoire. Puis on a parlé, je dirais, des différentes situations de l'information. On a parlé ce qu'on appelle des techniques, je dirais, pour ne pas oublier, parce que des fois j'oublie, on a parlé ce qu'on appelle la technique d'analyse, je crois, l'analyse de l'information, d'accord? Et on a cité, voilà, les différentes techniques. Maintenant, on parle de l'exploitation de l'information. Qu'est-ce que ça veut dire l'exploitation de l'information? Vous avez une information, comment vous allez l'exploiter, hein? Comment vous allez utiliser cette information? Dans quel domaine? Avec quel, je dirais, avec quel procédé? Comment vous allez, comment dirais-je, comment vous allez mettre cette information et à qui, ou bien avec quel procédé, on a dit tout à l'heure ça, et comment on va, bien sûr, lorsqu'on dit exploitation, on dit traiter, hein, cette information, notamment les risques socio-cognitifs liés à cette... Parce qu'il y a des risques cognitifs, hein, qui ont en relation avec l'exploitation de l'information. Bon, raisonnement et cognition. L'approche métacognitive se réfère à la psychologie cognitive et la psychologie sociale. L'approche métacognitive se réfère à la psychologie cognitive. Il y a ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Hein. La psychologie cognitive, c'est-à-dire, on peut dire, elle est liée toujours à ce qu'on appelle l'approche métacognitive, mais à travers quoi? À travers, je dirais, ce qu'on appelle, bien sûr, ils sont réciproques. Hein. Là, il est, c'est-à-dire juxtaposé à l'autre, mais il y a une approche qui est, on peut dire que l'un puise de l'autre. Si on peut dire que l'approche métacognitive,
et la psychologie cognitive puisent de la métacognitive. C'est-à-dire que les éléments qui sont évoqués dans la métacognitive, on peut les trouver dans la psychologie cognitive. Pourquoi? Parce que d'abord, il s'agit d'une information, hein, et vous savez bien que l'information, elle se véhicule, ou bien on la véhicule, et elle se véhicule elle-même à travers d'autres éléments. Voilà. Et en faisant l'hypothèse, on doit, c'est-à-dire élaborer des hypothèses, que la construction de l'information et de la connaissance, ou de l'infoconnaissance, dépend de facteurs sociocognitifs. Hein. On a dit ça, les facteurs sociocognitifs sont toujours en relation avec, bien sûr, la psychologie et bien la métacognitive. Voilà. Maintenant, le processus de cognition. Processus de cognition. On doit comprendre ce processus peut se présenter schématiquement comme un phénomène cognitif. Ce processus de cognitif, il se présente comme schématiquement comme un phénomène cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'abord, ce processus cognitif, c'est un phénomène. Un processus cognitif, c'est un phénomène. Mais lorsqu'on dit processus, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit processus, il y a toujours ce qu'on appelle la catégorisation. Hein? Il y a des éléments à suivre. On passe d'un élément à l'autre, on passe d'un facteur à l'autre, on passe d'une idée à l'autre, on passe d'une proposition, ou bien d'une proposition, c'est-à-dire idée proposée, hein, une réflexion, une hypothèse à l'autre. C'est-à-dire que ce processus cognitif est réflexif et récursif. C'est-à-dire qu'il prend deux éléments essentiels. Réflexive et réflexive, bien sûr, c'est la réflexion, le réflexe de votre, par rapport à votre attitude, par rapport à une situation, etc. Et récursive, c'est relative à, à la phase, où vous êtes, bien sûr, en discursif, et aussi en phase de, présenter l'élément avec tous ces dérives, avec tous ces, ces composants. En quatre phases, vous avez la perception, traitement, représentation, énonciation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le processus cognitif, c'est pas quelque chose qui est, on peut dire, voilà, si on peut qualifier ça comme un organe, hein, mais nous, d'abord c'est un organe, hein, on peut dire que c'est un organe, pourquoi? Mais parce que le cerveau, c'est quoi? Je pose la question, le cerveau, c'est quoi? S'il n'est pas un organe, c'est quoi? C'est un appareil. Hein? Mais c'est un organe, c'est quelque chose qui est vital dans le corps de l'homme et elle est très important, c'est-à-dire par rapport à, c'est la base de tout cette machination, cette manœuvre, c'est l'habitude, si on peut dire, oui, c'est l'habitude, c'est qui contrôle c'est-à-dire notre vie, notre tout. Voilà, si vous mettez votre main, vous voulez, vous voulez lever un verre, alors qu'est-ce qui a donné, c'est-à-dire qui a ordonné la main pour qu'elle arrive à ce point, hein, et elle attrape, hein, ce verre, et puis elle va faire cette manœuvre, droite à gauche, et lever le bras comme ça, et poser, voilà. C'est le cerveau, voilà, qui pilote tout. Mais ce processus cognitif, c'est-à-dire, comment dirais-je, il est schématisé, hein, il comprend, une subdivision euh, comment dirais-je, de, parce que c'est perception, traitement, représentation, énonciation, comment on va les qualifier? Ce sont si on peut dire, des administrations, hein, ou bien des outils. Hein. Des outils, c'est un peu technique, mais on peut dire des administrations par rapport à cette, c'est une figure, ce sont des administrations qui sont, par rapport à l'administration qui relève de ce qu'on appelle l'organisation, hein, et le traitement qui sera, inévitable, ou bien si on peut dire, qui sera toujours
qui sera toujours exact. Voilà, comme les sciences exactes. Chaque phase repose sur des variables socio-cognitives et influencent directement le processus lui-même. Ces facteurs, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ils sont sur des variables socio-cognitives qui influencent directement le processus lui-même. Je dis socio-cognitif, c'est-à-dire l'individu est, voilà, dans la situation, ou bien soit sociale, ou bien euh, où il je dirais, où il se trouve. euh, Écoutez, pour ne pas éviter cette, je dirais, parce que des fois on se coince par rapport à, c'est pas que c'est un mot, c'est-à-dire une incompréhension, non, c'est par rapport au terme et le registre, parce que des fois on y arrive, je dirais, à expliquer et de manque, je dirais, de manque de termes assez, euh, je dirais, qui sont très, très importants et des termes scientifiques par rapport au domaine. C'est pour ça qu'on n'arrive pas et on reste toujours dans le registre, je dirais, littéraire. Bon, ça, c'est pas grave. On va passer à le schéma ci-dessus, illustre ce processus. Bon, le schéma, il va nous montrer comment ce processus cognitif se passe à l'intérieur du cerveau. Vous avez la perception, hein. Deux, vous avez l'analyse. Trois, vous avez la représentation. Puis vous avez l'énonciation. C'est facile à connaître. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle les deux vitesses de la pensée. Bon, la pensée, elle a une cadence. Qu'est-ce que ça veut dire? Un rythme. Ce rythme est qualifié chez les scientifiques comme une vitesse, hein, appelée une vitesse de la pensée. Parce que la pensée, elle a une vitesse qu'on ne peut pas, je ne sais pas comment on va la comparer. À la vitesse de la lumière, ou bien elle dépasse la vitesse de la lumière, on ne sait pas. Nous, on doit juste avoir, je dirais, ce qui est proposé, ou bien ce qui est devant nous. Voilà les deux vitesses de la pensée. Daniel Kahneman, hein, retenir ce mot, c'est très important. Daniel Kahneman distingue deux modes de raisonnement qui se différencient, ou bien qui différencient bien sûr, par la vitesse de traitement de l'information. Écoutez, puisqu'ils ont évoqué un nom de chercheurs, alors on parle de théorie. On parle des théories. Mais c'est une théorie, je dirais, comment dirais-je, scientifique, parce que ces gens, ils ne disent pas, je dirais, n'importe quoi. Voilà, il y a des études et des théories et des expériences empiriques qui sont, je dirais, euh, voilà, faites à préalable. Bon, par exemple, vous avez deux vitesses. Vous avez ce qu'on appelle la vitesse de lièvre et la vitesse de la tortue. Le lièvre, voilà, c'est un animal. Et la tortue aussi, c'est un animal. C'est par rapport à la vitesse, hein. Mais ici, il faut faire attention. On va évoquer la fiabilité, hein. On va évoquer la vitesse, très important. Et on va évoquer aussi l'efficacité de l'information. Parce que ça ne veut pas dire que vous êtes rapide, vous êtes intelligent. Ça ne veut pas dire que vous êtes rapide, vous détenez toute l'information, hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes enseignant, que vous détenez, ou bien détiendrez, vous, je dirais, l'information et vous connaissez tout, je dirais, connaissez tout par rapport à la langue. C'est faux. Ça ne veut pas dire que vous êtes, je dirais, un chef de département, ou bien, je ne sais pas moi, un écrivain, ou bien, vous arrivez à vous parler bien comme des natifs. C'est faux. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous comparez le français, je dirais, des natifs par rapport à Yasmina Khadra, vous trouvez une grande différence, hein. Le bonhomme, c'est un grand écrivain, on peut rien dire, oui, mais lorsque vous voyez dans les reportages et invités dans les émissions, vous trouvez que le bonhomme, vraiment, une articulation, une prononciation, on dirait qu'il a de l'accent, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui intrigue. C'est-à-dire, malgré des années et des décennies vécues en France, le bonhomme, il n'a pas atteint, je dirais, une prononciation ou bien une articulation comparée à un natif. C'est très important. C'est un exemple, c'est-à-dire je dirais, adéquat par rapport à ce que je suis en train d'expliquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'information? Bien sûr, la vitesse, le lièvre.
Ce mode de raisonnement propose sur un fonctionnement inconscient. Il privilégie les routines, ce qui lui permet d'être très rapide. Il est rapide et coûteux, en énergie. C'est-à-dire, nous coûter, je dirais, énormément d'énergie, hein, par rapport à la rapidité. Il est rapide, hein, et aussi, on parle ici, écoutez, on s'en sert permet également de faire, euh, on se sert au quotidien pour reconnaître les formes, par exemple, des visages, saisir un objet conduit. Il permet également de faire de grandes découvertes. L'intuition joue un rôle important grâce à une combinaison innocente, etc., etc. Voilà. Ce mode de lièvre, il est coûteux, hein, il est rapide, mais par rapport à la fiabilité de l'information, c'est, on peut dire, une fiabilité, je dirais, modeste. L'efficacité, il n'y a pas d'efficacité. Pourquoi? Parce que ce mode de raisonnement, il est fait à la hâte. Il est fait à la hâte, c'est-à-dire avec précipitation. Et vous savez bien que tout qui, je dirais, fait rapidement, euh, il ne va pas donner je dirais, de projets ou bien de résultats qui seront, je dirais, dits. Voilà. Deux systèmes de tortue. Le système de tortue, c'est un mode de raisonnement. D'accord? C'est comme le lièvre. Les deux sont de mode de raisonnement analytique par excellence. Par l'analyse. C'est donc un mode lent. Le contraire de lièvre, qui est rapide, il est lent et coûteux en énergie. Mais vous ajoutez qui est efficace et fiable. Il intervient en cas de besoin, que ce soit pour l'analyse, la résolution, le problème complexe ou comme le précis, etc. Quand on a un événement et détecté qu'on perd avec le modèle, etc. Bon, par rapport, on a évoqué ici les deux, par rapport aux deux vitesses. Maintenant, on va passer à une autre chose. Et si vous demande de faire la comparaison entre les deux, vous devez faire la comparaison, c'est facile, entre la vitesse de le lièvre et la tortue. Vous comparez, vous trouvez, dans la comparaison, vous évoquez, c'est-à-dire toujours ce qu'on appelle les points, euh, les avantages et les inconvénients. Hein? Les inconvénients, pardon. Cours 4, vous avez effet du stress, de la fatigue et de la manipulation sur le système cognitif. C'est-à-dire, on comprend qu'on est toujours sur le système de cognitif. Comment il est composé, hein? Comment il est composé, d'accord? De quoi il est, bon, on a parlé de la composition, on a deux processus cognitifs, se composent, bien comprend perception, interprétation, représentation, énonciation, hein? On a dit que par rapport à la vitesse de ce processus cognitif, il possède deux vitesses, qu'on appelle la vitesse de tortue, et le lièvre et la tortue. On arrive maintenant à ce qu'on appelle, on parle de ce qu'on appelle les effets du stress et de la fatigue. Sur quoi? Sur le processus de bien système cognitif. On dit processus cognitif ou bien système cognitif. Il y a deux phénomènes c'est-à-dire qui attaquent ce processus, ou bien qui le réduit, ou bien qui le ralentit. On dit qu'il le ralentit. Parce qu'on ne peut pas anéantir un système cognitif. Parce que s'il est ralenti, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire la mort. Oui, c'est la mort. Quelqu'un qui a un système cognitif qui est infonctionnel, soit qui est, je dirais, hors champ, hein, il devient handicapé, ou bien c'est quelqu'un qui est morbidon. Hein. Pardon. Voilà. Parce que tout est basé sur le système cognitif. Ce système cognitif, il peut avoir deux attaques, soit par le stress, soit par quoi? Par la fatigue. On doit ici expliquer un petit peu. En situation d'analyse, le sujet peut être influencé par la fatigue, l'émotion, le stress ou par un agent manipulateur. Cela a pour effet d'inhiber ou de court-circuiter la capacité de traitement de l'analyse. C'est-à-dire, il va le réduire, il va le ralentir. C'est bien. Écoutez, ici, il utilise des termes, je pense que c'est très fatigant. Parce que pour l'étudiant, un étudiant, il trouve ça assez fatigant. Lorsque cela a pour effet d'inhiber
D'ailleurs, inhiber, le mot inhiber, c'est un mot, on peut dire, on ne peut pas dire qu'il est archaïque, mais c'est un mot très. euh, Ici, normalement, on est dans le système, on est dans un cours qui sont scientifiques, hein. Mais normalement, pour les étudiants, voilà, parce que moi, je sais bien que nos camarades, les étudiants, ils n'ont pas c'est-à-dire ce genre de registre. Même les natifs en France, ces termes sont, je dirais, qui relèvent dans un système de longue spécialité, soit par exemple quelqu'un qui fait des études en médecine, ou bien qui est de physique, ou bien je sais pas, de génie civil, etc. Bon, ça c'est juste une remarque. De court-circuit, la capacité de traitement analyse au profit d'une construction spontanée de représentation, activation d'heuristiques de représentation, voire une construction contrôle, distance, manipulation, perception, management. Maintenant, dans bon, on a dit que le cerveau est attaqué par deux phénomènes, soit la fatigue, soit le stress. Bon, perception, psychologie, attention, condition. 2. L'analyse, danger, stress, manipulation. Bon, le cerveau, il est dans une situation de stress. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Et deux, le phénomène analyse. Écoutez, pour ne pas fourvoyer, pour ne pas se perdre, je vais juste revenir ici. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Perception, traitement, représentant et énonciation. Ça, c'est les différents éléments qui correspondent, je dirais, le processus cognitif. D'accord? On est dans le même. Il ne faut pas être... voilà. Voilà le même. Regardez, le même schéma. Mais ici, on parle de ce qu'on appelle la fatigue et le stress. Comment cette fatigue et ce stress, comment dirais-je, comment elle va anéantir, comment elle va, je dirais, nuire ce système, hein. Comment c'est-à-dire dans la situation de fatigue et de stress, comment ces processus ils vont se comporter, hein. Comment voilà, comment ils vont se comporter, comment le fonctionnement, ils vont fonctionner. Est-ce qu'ils vont fonctionner, ils fonctionnent, je dirais, naturel, d'une façon, je dirais, simple et naturelle, ou bien on va avoir une défaillance. Voilà, défaillance. Alors, bon, perception. D'accord? On va passer à l'analyse. Pour passer à l'analyse, le corps et le cerveau, lorsqu'on dit le cerveau, c'est le corps aussi. Le corps et le cerveau, il est dans une situation, je dirais, de stress. Alors, qu'est-ce qu'on voit qu'il y a une croix sur l'analyse. Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'on comprend que la situation d'analyse, elle est défaillante. Elle est hors champ. Elle ne travaille pas, hein, elle ne fonctionne pas, parce que le corps est en stress. Et c'est vrai, lorsqu'on est fatigué, on est en stress, on ne peut pas analyser. 3, présentation. On arrive à la présentation. La présentation, elle travaille, hein, elle est en fonctionnement. Émotions et sentiments, etc., etc. On va passer à l'énonciation, elle fonctionne. C'est-à-dire, dans ces quatre je dirais, processus cognitive, hein, du système de cognition, il y a ce qu'on appelle perception, analyse, association, représentation, énonciation. Dans le cas de stress et fatigue, l'analyse, elle ne fonctionne pas. Bon, on va passer à notre... bon, maintenant, vous voyez qu'en rouge, je cite des fois des remarques et qu'est-ce que j'ai écrit? Bon, le biais cognitif, c'est une situation où un des processus cognitifs est incapable d'analyser. Bon, c'est une remarque. Le biais de cognitif, c'est une situation où un des processus cognitifs est incapable d'analyser. C'est-à-dire lorsqu'on est en biais cognitif, un des situations de processus cognitif, il est incapable, il est défaillant. Biais cognitif, un court-circuit, une situation d'analyse. Bon, la notion de biais cognitif est en effet directement rattachée à la problématique d'analyse d'exploitation de l'information. Le biais cognitif, évoqué une deuxième fois. Le biais cognitif agit donc essentiellement comme des filtres ou des prismes informationnels comme le précise Bartholoméo Speyer et Emmanuel Anti. Typologie des biais. Bon, mais est-ce qu'on a compris qu'est-ce que ça veut dire les biais? Bon, je vais refaire. Qu'est-ce que ça veut dire les biais? On comprend que les biais, c'est quoi? Les biais, c'est lorsque le biais cognitif, c'est une situation
ou un des processus cognitifs incapables d'analyser. C'est-à-dire, lorsqu'on évoque BI, lorsqu'on dit BI cognitif, il faut mettre en évidence, il faut mettre, je dirais, en exergue qu'il y a un problème sur un des processus de cognition. Hein? Je répète, lorsqu'on dit BI cognitif, on comprend qu'il y a un problème sur ce qu'on a dit, un des processus de système de cognition, soit la représentation, soit l'analyse, soit la perception, je crois, oui, pour ne pas oublier, soit la perception, l'analyse, soit la représentation et l'énonciation. Mais d'après les théories, ils ont arrivé à nous faire comprendre qu'il s'agit de l'analyse. Hein? C'est-à-dire, lorsqu'il y a un biais de cognition, hein, c'est une situation ou bien une problématique qui va frapper un des facteurs ou bien des éléments du système de cognition qui est, on a cité tout à l'heure, et on va le reciter parce que c'est très important. Vous avez la perception, vous avez l'analyse, l'énonciation, vous avez la représentation. Ce que vous devez, je dirais, représenter et évoquer, c'est l'analyse. C'est-à-dire que la déférence, on va avoir une déférence au niveau de l'analyse. Alors ça, on est dans une situation, ce qu'on appelle le biais cognitif. Le biais cognitif, très bien. Maintenant, on parle des typologies des biais. Bon, on a compris qu'est-ce que ça veut dire biais cognitif. Hein? Et il est lié à, bien sûr, on a dit qu'il y a une situation, bien un élément qui est défaillant par rapport à un système de cognition. Maintenant, est-ce que le biais cognitif est seul ou bien il comprend d'autres éléments? Voilà, il comprend d'autres éléments. Vous avez ce qu'on appelle le biais mnésique. 2. Le biais du jugement. 1. Et 3. Vous avez le biais de raisonnement. Bon, je crois qu'on est à peu près à la fin hein, du cours. Hein. Je crois qu'on est à la fin du cours. On n'est pas loin. D'accord, on n'est pas loin. Attendez une minute. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, on est dans la 8e page. D'accord. Le biais mnésique. Le biais mnésique, il comprend quoi? Le biais attention, hein, ou bien biais attention, effet de récence, simple exposition. Ça, si vous devez les mémoriser. Biais de jugement. Ça veut l'ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose qui est ancré, hein, qui est attaché. Préjugé, attribution causale, autocomplaisance, statu quo, simple exposition, effet râteau, illusion de contrôle, illusion de savoir, engagement. Biais de raisonnement, il comprend quoi? Représentativité, disponibilité. D'accord? Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle le cours 5 des les processus mnésiques en apprentissage. Bon, on va lire ce qui est écrit en rouge. Quels sont les 4 processus de la mémorisation? Les 4 processus de la mémorisation sont encodage, stockage, récupération. D'accord? Fonction mnésique. Qu'est-ce que ça veut dire fonction mnésique? La définition permet de conserver dans l'obs d'esprit une certaine quantité de données de façon dynamique car ces données se réorganisent en permanence. Bon, remarquez que ici, lorsqu'on dit mnésique, mémoriser, c'est encoder une information à long terme. Moi, je vous ai écrit quelque chose qui, je dirais, facile à la retenir comme définition de ce qu'on appelle la fonction mnésique. Définition permet de conserver dans l'esprit une certaine quantité de données. Voilà. On va passer à ce qu'on appelle la consolidation. La consolidation. Cette acquisition initiale peut se faire rapidement, mais pendant quelques heures, l'information encodée reste fragile car sa fixation n'est pas achevée. Suite à l'encodage, un processus de consolidation est initié. À la fois, il maintient et réorganise en MLT. D'accord? Bon, ici, il faut voir quelque chose à savoir. Il faut savoir quelque chose de très important. Qu'est-ce que ça veut dire MLT? MLT veut dire mémoire long terme. Il y a aussi la mémoire court terme, MCT.
hein, il faut savoir faire la différence entre ce qu'on appelle la MLT et la MCT. Alors, MLT, c'est la mémoire de long terme. La MCT, c'est la mémoire de court terme. Euh, euh, bon, la restitution et représentation, bon, lorsqu'on fait appel à nos connaissances antérieures, un ensemble d'activités conscientes et non conscientes de récupération en MLT, c'est-à-dire mémoire long terme, a lieu, qui ramène la MCT, c'est-à-dire la mémoire de court terme, à des connaissances stockées. Ce processus de restitution comprend un accès ou une sélection, une réactivation à une reconstruction de représentations mémoire. Le cheminement de nos souvenirs n'est jamais garanti de succès si l'apprenant récupère une trace mnésique indécate et inadéquate, se tromper de connaissances, bien oublier, des distorsions, etc. La récupération correcte est facilitée quand les indices de récupération ont des similitudes avec le contexte d'encodage, bien sûr. Maintenant, on va passer à un autre un élément. Le même, bien sûr, en relation. Vous avez 8 pistes pour mieux apprendre. Vous avez les formats de représentation de l'information. Résultats en pourcentage, d'accord. Euh, euh, moi, bon, d'accord. Bon, les mémoires et les apprentissages sont variés alors qu'il convient à l'homme pour développer ses capacités et compétences de stockage de bien organiser ses idées et tout ce qu'il reçoit afin de bien préserver et stabiliser ses informations. Bon, vous savez qu'à la fin, je donne toujours une constatation ou bien une conclusion par rapport à ce qui a été dit. D'accord. Par exemple, écoutez, on a terminé, si vous vous rappelez, on est arrivé à ce qu'on appelle on a terminé avec le billet, hein, les typologies des billets. D'accord, on a cité. Alors on est passé à un autre exercice bien un autre cours qui parle de ce qu'on appelle le processus de musique et apprentissage. Vous avez la mémorisation, vous avez la consolidation et la restitution, réapprentissage. D'accord, ça c'est bon. Et puis on est arrivé à une piste pour mieux apprendre. Vous avez les formats de représentation d'information. Ici, de ce cours évoqué devant vous, les formats de représentation de l'information, ici, il est basé sur la mémoire. D'accord. Ça y est, il est basé sur la mémoire. C'est-à-dire quelque chose, bien c'est un cours ou bien des textes dont l'auteur, il parle, c'est-à-dire il s'appuie à la base sur la mémoire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai lu et j'ai relu, hein, et à la fin je vous ai laissé une petite, je dirais une petite, on peut dire une constatation, une conclusion par rapport à ce qui était dit. Les mémoires et les apprentissages sont variés. Les mémoires et les apprentissages sont variés. Alors il convient à l'homme pour les développer, pour développer ses capacités et compétences de stockage, de bien organiser ses idées et tout ce qu'il reçoit afin de bien préserver et stabiliser ses informations. Vous devez juste, c'est-à-dire adosser cette information par rapport à ces derniers éléments, je crois, de 8, depuis 8. Regarde, depuis 8, hein, jusqu'à la fin, tout ça s'appartient ou bien il est attaché à cette bien ou bien comment dirais-je, il émerge à cette compréhension. Voilà mes amis, je pense qu'on a terminé. Merci de votre attention et voilà, je pense voilà, c'est très très bénéfique et important, voire pertinent ce cours qui est un prolongement de ce qui est fait préalable euh, dans le cours du S5. Merci de votre attention. Je vous souhaite que du bonheur, de bons progrès et bonne continuation. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. On va évoquer un nouveau module. Bon, moi, comme vous savez bien, que moi je base sur la
l'improvisation et la spontanéité. Ça, c'est la base. Je prépare pas, moi, je prépare pas de mon cours. Pourquoi? Parce que moi, j'ai trouvé que ça, c'est euh, c'est anodin, ou bien je sais pas comment décrire ça. Moi, je suis contre la préparation. J'aime bien utiliser les informations qui sont, je dirais, acquises à travers, bien sûr, l'assiduité durant votre, je dirais, votre présence à l'université, par rapport à vos lectures, par rapport à c'est-à-dire les conseils que vous avez collectés de vos enseignants. Voilà. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire préparer? Moi, je prépare quelque chose et au lendemain, non, la préparation, elle est obligatoire. Mais je pense pas, elle détermine pas le niveau. C'est ça. Parce que le niveau, c'est le direct. Hein. Vous venez comme ça, vous posez une question à quelqu'un. Il répond. Ou bien il va exercer la langue. Ou bien il va parler. Voilà. Comme ça, vous allez c'est-à-dire arriver à évaluer la personne. Merci de votre attention et merci, désolé pour ces flashs, des fois on sort du sujet, c'est pas grave, ça entre dans ce qu'on appelle la spiritualité de la langue. Je sais pas si vous avez vu un de vidéos où je parle de ça, c'est très important. Merci et à la prochaine.